Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. Regardez-le, regardez ce sourire. Déjà, samedi soir, je pense qu'il y avait déjà un sourire jusque-là. Et là, une bombe qui nous est sortie des États-Unis hier soir. Cyril contre Derrick Lewis pour le titre intérimaire. Personne, je pense absolument personne, sauf toi et ceux qui étaient dans la confidence, bien évidemment, ne pouvaient prédire le coup. Euh, ouais, un peu surprenant. Pas surprenant du tout pour le coup, parce que depuis le début du mois de juin, euh, j'avais déjà cette conversation avec l'UFC. Il était clairement stipulé que en cas de victoire, Cyril combattait pour la ceinture intérimaire. Wow. D'accord. Et ce qui est assez dingue, c'est que par rapport à ça, toi, comment est-ce que tu peux l'expliquer? Parce que d'un côté, donc évidemment, pour les fans français, c'est formidable, pour Derek Lewis, c'est formidable, mais le gros perdant de l'histoire, c'est quand même Francis Ngannou qui est devenu champion en mars dernier et qui, là, depuis cette annonce-là, son camp, enfin, comment ses agents ont l'air assez choqués par la nouvelle. Enfin, je trouve que c'est hyper rare quand même que l'UFC fasse un titre intérimaire seulement 3 mois après qu'il y ait eu un nouveau champion ou en tout cas un combat pour le titre. Rare mais pas interdit. Oui, En complètement. gros, moi je ne pense pas que Francis soit perdant. Son titre ne bouge pas du tout. Il restait le champion indisputé. C'est le champion, c'est le vrai champion. Il ne bouge pas du tout. Sauf qu'il y a deux cas de figure. Le champion est indisponible parce qu'il a une grosse blessure, parce qu'il a une grosse période où il ne peut pas combattre, ou parce qu'il refuse de combattre, on lui retire le titre. Le champion a une petite période d'indisponibilité, ce qui est le cas. C'est-à-dire que l'UFC avait programmé le combat de Francis. Lui avait proposé juin, il avait dit non. Ensuite, l'UFC lui a proposé août. Lui, il a contre-proposé septembre, fin de septembre. L'UFC n'a pas voulu puisqu'il y a tout un intérêt à aller à Houston. Il faut comprendre que Houston, c'est le village euh, d'Eric Lewis et que 265, c'est là-bas. Et donc, en faisant l'événement là-bas, on sait combien de fois Derrick Lewis est populaire, combien de fois il est aimé. Et donc, du coup, euh, l'UFC 265 sans Derrick Lewis, c'est faible en pay-per-view, même s'il y a Amanda Nunes et puis Peña. Peña ne va pas vendre beaucoup de pay-per-view. On avait besoin de renforcer la Fat 4. Et donc, du coup, on insiste, l'UFC insiste auprès de Markel, qui est le manager, et Francis, certainement, insiste en disant, moi, je suis pas prêt, je peux au mois de septembre. Et donc, l'UFC lui dit, OK, on va user de notre droit, qui est de faire un titre intérimaire pour garder la valeur de l'événement de Houston de 265. Et derrière ça, bah, quand tu es prêt, tu reviens. Mais, Et puis, mais vas-y. en aucun cas, il y a de script, donc il y a pas de. Il reste le champion indisputé de l'UFC. Et puis d'aucuns pourraient dire que rien n'empêche d'avoir un combat pour le titre de Francis quand même maintenu pour le 25 septembre, si tout se passe bien. Ah, absolument. Rien n'empêche que en septembre, qu'il y ait un titre, mais toujours est-il que euh, ce qu'il y aura comme discussion, c'est une discussion de. La dernière fois, il y a eu un titre intérimaire, effectivement, euh, c'était sur le combat de Verdum, Fabricio Verdum contre, je ne sais plus, c'était contre qui? C'était durant le règne de Cain Velasquez à l'époque. C'est ça. Euh, depuis le temps, ce qui paraît injuste en fait pour Cyril, c'est qu'il y a longtemps, pendant longtemps, il a demandé un titre intérimaire parce qu'il n'arrivait pas à combattre et parce que les champions étaient indisponibles. Francis. À l'époque, Francis, j'ai dit quoi? T'as dit Cyril. Ok. Donc, ce que Francis a voulu pendant longtemps, c'était d'avoir un titre intérimaire aussi parce qu'il devait avoir de l'activité. Et c'est pour ça que je comprends complètement le fait qu'il y ait deux poids, deux mesures en se disant, quand c'était mon tour, j'étais en galère de titres, vous n'étiez pas très pressé de faire des titres intérimaires.
Aujourd'hui, je suis indisponible pour quelques mois. Vous vous empressez de faire les titres intérimaires. Mais encore une fois de plus, l'UFC est une entreprise et ce n'est pas la démocratie où voilà quoi. Je pense que un jour ça va nous arriver d'avoir le titre euh, et peut-être ça nous arrivera d'avoir ce souci de dire bon, on ne peut pas être disponible pour X ou Y raison et l'UFC pourra user de son droit de dire bon, euh, on va pas on va pas mettre en otage le titre, on va le remettre en jeu et quand tu es prêt, tu es le champion, tu reviens contester ton titre, il n'y a aucun souci. Donc, je l'entends complètement, mais cependant, en aucun cas, il n'y a pas d'illégalité. Enfin, tu ne peux pas interdire à une organisation de dire, OK, nous, pour nous, c'est très important d'avoir sur l'UFC 265 Derrick Lewis. Il a besoin d'un adversaire. Toi, tu n'es pas chaud. Il y a d'autres personnes qui sont chaudes. Bon, let's go. Let's go, exactement. Et puis bon, je trouve que niveau timing, niveau calendrier, c'est super pour tout le monde, que ce soit pour toi, pour Francis, pour le MMA français aussi, parce que le fait qu'il y ait ce combat pour le titre le 7 août, ça dit aussi potentiellement qu'il peut y avoir un autre combat pour le titre dans l'année 2020, et que finalement, bah, on va dire que le chemin suit son cours. Toi, est-ce que ça te va parfaitement, le fait que Cyril combatte le 7 août? Certains pourraient se dire, ouais, c'est vrai que ça fait un mois et une semaine pour préparer le plus gros combat de sa carrière. Non, ça fait pas un mois pour préparer, parce que ça fait longtemps on prépare. Enfin, ça fait quelques temps, on avait déjà ça en tête. D'accord. Et qu'on prépare dans la manière de combattre, dans la manière de s'organiser pour sortir du combat de Volkov sans blessure, dans la manière c'était prévu déjà. Et puis, un camp d'entraînement qui s'enchaîne et qui continue n'est pas un camp d'entraînement démarré à zéro. On sait que scientifiquement, le désentraînement commence enfin, un athlète qui va rester en inactivité complète pendant 2 semaines peut avoir une baisse de 50% de son VO2 max, ce qui signifie que voilà, la personne a été désentraînée, elle va devoir être réentraînée. Dans le cas de Cyril, ce n'est pas le cas. On est rentré hier, il va certainement prendre 5 jours c'est ce qu'on s'est mis d'accord sur 5 jours pour récupérer, pour passer à autre chose, pour changer un peu d'idée. Et puis, dans la foulée, on est reparti pour maintenir toutes les qualités physiques qu'il a eues, les entretenir et puis se lancer tout de suite dans une attitude de stratégie avec des personnes qui ont le profil de Derrick Lewis, avec tout ce qui va avec pour lancer le camp d'entraînement tout de suite. Donc, oui, encore une fois de plus, le MMA est très compliqué, ceux qui ne font pas attention, et c'est là où je suis fier de ce qu'on fait au Management Factory, c'est que on a compris que tu peux être super entraîné pendant 4 mois et puis finalement, si tu n'as pas la bonne stratégie, si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu vas quand même perdre ton combat. Tu peux éviter d'aller affronter le numéro 2 mondial et puis aller affronter le numéro 40 mondial et puis finalement tu perds. Parce que là derrière, dans le classement du top 30, il y a des mecs qui sont, il y a des solides. Donc, on n'en est plus là. Quand on arrive dans le dernier palier, sur le top 3, on considère qu'il faut être actif. Enfin, d'ailleurs, le champion considère qu'il faut être actif. Il souhaite être actif. Il souhaite que son règne soit un règne d'activité. Bah, on y est. Alors, bon, avant de parler bien évidemment sur l'aspect sportif, toi, globalement, là, est-ce qu'on a vu les posts de Cyril qui remerciait le Management Factory? Est-ce que pour toi, ce que tu as réussi à faire là, est-ce que c'est quelque part le plus beau coup de ta carrière en termes de management? Hum, je suis pas sûr. Euh, Bon, on veut le plus beau coup, parce que quand même, là, c'est assez haut, hein. je pense que le plus beau coup, ça reste de manière générale d'avoir une vision. C'est pour ça qu'il faut parler du groupe, il faut parler du collectif du Management Factory. Euh, le gros coup, les gros coups qu'on fait, c'est toujours les mêmes, il n'y a aucune surprise. Comment faire pour faire des raccourcis avec eux?
il y a des gens qui reçoivent des athlètes et vont dire, oh, il n'est pas prêt, il ne sait pas encore faire le renversement en ciseaux, le renversement en pendule. Je vais lui apprendre déjà à défendre la main au sol, à savoir faire un takedown. Et nous, on a cette méthode-là qu'on a fait avec Francis, d'aller directement à l'UFC, Mhm. d'aller de l'UFC et d'aller chercher directement le titre. Il y a toujours des gens, on est dans un monde où même Dieu ne fait pas l'unanimité, il y a toujours des gens qui vont nous expliquer combien de fois on est fou, comment on précipite les gens, comment on ne sait pas ce qu'on fait, comment est-ce qu'on est fou d'amener un mec sans connaître toutes les bases du MMA à aller faire la ceinture. Et nous, on a cette expertise-là à amener très rapidement des gens du point zéro à la ceinture. C'est-à-dire que les plus beaucoup, c'est ce que moi je trouve que le plus beaucoup, c'est de dire que rendez-vous compte qu'il y a 3 ans exactement, Srigan ne sait pas ce que c'est que le MMA quand même. C'est-à-dire qu'il a fait de la boxe thaï et puis 3 ans plus tard, on est en train de parler dans notre conversation des titres mondiaux. De la même manière que Francis, quand il démarre sa carrière de MMA au MMA Factory, il n'est pas au courant du MMA. Il ne sait pas ce que c'est. Il a sommairement, de manière très homéopathique, fait la boxe anglaise au Cameroun. Il veut juste faire de la boxe anglaise. Il supplie pour faire la boxe anglaise. Et on va le convaincre de faire du MMA parce qu'on pense que c'est un ascenseur social pour lui. On va le diriger vers cette carrière de MMA. Et puis, moins de 3 ans plus tard, il fait la ceinture de l'UFC. Ça, c'est ce qu'on sait faire. Sur notre chemin, pendant la montée de Francis, on a croisé plein de poids lourds. Le plus marquant pour moi, des Français, c'est Zouman Sissé, qui avait déjà un palmarès assez élevé, 7-0, au moment où il affrontait Francis. Aujourd'hui, Zouman Sissé n'a toujours pas mis ses pieds dans une organisation majeure, pendant que Francis a déjà terminé quasiment sa carrière. On en parle comme un vétéran, parce qu'on a cette facilité à accélérer les carrières. Comment prendre le raccourci pour qu'un athlète comme Taylor Lapillus, qui allait à l'UFC avec 8 combats de pancras. Ça, c'est ce qu'on sait faire. Et donc, c'est pour ça que je dis notre gros coup, c'est celui-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, Alan Bodo à l'UFC, je suis pas sûr que sa carrière aurait fini tout de suite à l'UFC s'il n'y avait pas cette connaissance de pouvoir aller rapidement, prendre un raccourci pour y arriver. Et ensuite, quand on y est, on va se démerder, on va trouver la solution et on va avancer. Donc voilà, le plus beaucoup, c'est celui-là de se dire que l'OMMA français, l'OMMA français, sans la légalisation du MMA, sans la reconnaissance nationale du MMA, est arrivé à mettre dans une discussion 2 poids lourds. C'est quasiment jamais arrivé, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait un club qui ait déjà fait ça à part l'équipe avec Ken Velasquez et Daniel Cormier. Je ne suis pas sûr que ce soit arrivé nulle part. C'est-à-dire que Ni même un pays, hein, on, hors États-Unis et Brésil. ni même un pays, je ne suis pas sûr qu'il y ait un pays qui ait déjà fourni 2 poids lourds qui sont en train de parler du titre, quoi. Enfin, on, 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 les Français sont un peu durs parce que finalement, les étrangers, les Américains notamment, après la dernière performance de Cyril sur Volkov, ont pris un virage très différent. C'est-à-dire que tous les experts sont unanimes sur le fait que Cyril est un prodige et que c'est un autre level et qu'il a level up et qu'on savait qu'il est capable de faire du 25 minutes avec un gars comme Rosenstruik, mais on ne savait pas qu'il est capable de prendre des coups, de saigner, de cracher du sang, de repartir, d'avoir des moments où il est en difficulté, de remonter la pente vis-à-vis d'un vétéran. On parle du mec qui avait 8 combats quand son adversaire en avait 33 de plus en expérience, mais qui finalement, au terme du combat, on a l'impression que c'est lui qui est le plus expérimenté. Ne venez surtout pas me parler de finition et voilà. Il est temps que le public, on s'élève et que
on ne se dise pas que la meilleure performance est celle où il y a deux personnes qui sont un peu techniques, qui se couchent, qui se reposent l'un sur l'autre et attendent qu'un jour il y ait une bombe atomique qui fasse tomber l'autre. Élevons le niveau et disons-nous à quel moment, sur quel siècle, on a eu des poids lourds aussi techniques. Quand tu vois ce que les poids lourds sont capables de faire aujourd'hui, quand tu vois ce qui pousse derrière, c'est ça la performance pour moi. Donc, comme c'est subjectif, on ne va même pas parler du côté subjectif. On va juste dire que aujourd'hui, on a cette chance-là. La France a cette chance-là d'avoir un gars qui est dans la discussion. C'est-à-dire que pendant que certains Français crachent dessus, il y a l'UFC qui décide de dire, OK, on pense qu'il est léger. On pense qu'il est bien pour qu'on lui donne. Titre intérimaire veut dire, à la suite de ça, celui qui gagne va aller affronter le champion. Ça veut dire que la plus grosse instance du MMA au monde pense qu'il y a un mec qui a été formé en France, qui est champion, et qui va affronter un autre mec qui a encore été formé en France, qui pourrait être champion. Et moi, je trouve que c'est déjà quelque chose de très bien. Donc, oui, c'est ça, moi, c'est ce que je pense être le plus beaucoup, de dire que très clairement, beaucoup d'anciens se sont battus, ont laissé leur sang, leur sueur, pour pouvoir élever le niveau du drapeau français. Ces grands combattants qu'on connaît tous, Cheikh Congo ou Sier Diabaté ou, je sais pas moi, Jess Liodin, tous ces grands noms qui sont passés à un moment donné à l'UFC, qui ont laissé la marque et tout. Et là, on a quelqu'un qui arrive avec du sang frais, qui laisse encore un peu plus de signatures, notamment dans la catégorie reine. Moi, je trouve ça bien. Mais évidemment que tu trouves ça bien. Ah, puis, ben, on va te laisser savourer tout ça. Mais bon, là, on est sur tout le positif. Il y a quand même quelque chose de négatif là. Enfin, négatif. Pas négatif, pardon. Comment tu vas faire pour gérer ton été là qui s'annonce complètement dingue? Parce qu'il y a Contender Series, il y a UFC et ça se termine au mois d'août donc avec Cyril. Mais d'ici là, quasiment toutes les semaines, il y a des échéances. Donc là, est-ce que tu vas faire justement appel à la richesse de l'écosystème? On a vu Benjamin Sarfati qui était aussi régulièrement présent aux événements UFC. Ou est-ce que c'est toi qui vas faire les déplacements à chaque fois? Et surtout, mine de rien, même si à chaque fois c'est des grosses échéances, hein, je pense à Nassourdinov, je pense à Nassourdine Imavov, Alan Bodo, mais Cyril avec la ceinture, j'imagine que tu vois, en termes de priorité, c'est quand même quelque chose où on est extrêmement haut pour, comme tu l'as dit, le MMA français, le MMA Factory, puis Cyril en général. Travail d'équipe. Travail d'équipe, on est déjà dessus, on savait que ça va arriver, on se relaie, on se passe, on fait des cellules qui sont complètement indépendantes. Chaque athlète a une cellule à lui, avec ses coachs à lui, avec les accompagnateurs à lui, donc les sparring à lui particulier. Donc c'est scindé, c'est divisé. On avance dans ce module-là. De manière, de toutes les façons, ça va être tendu cet été. Parce qu'à côté de tout ce qu'il y a comme performance, il y a beaucoup de projets sur lesquels je suis impliqué, notamment le retour d'Ares, notamment les formations FMC. Donc, il y a pas mal de projets intéressants sur lesquels je suis impliqué. Des projets aussi qui ne me concernent que moi, mais qui sont super intéressants. Projet de pouvoir faire des vacances avec mes filles. Donc, c'est un projet capital pour elle, en tout cas. La famille, c'est capital pour elle de pouvoir prendre quelques jours pour souffler. Donc, oui, on va tenir tout ça. On est. Enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça se saurait si les décisions les plus compliquées et la route vers la performance était un chemin lisse et facile. Tout le monde le ferait. Ce qui est bien, c'est qu'on va nous juger à la hauteur du niveau de problème qu'on a pu résoudre. Et là, on a une série de problèmes très sérieux à résoudre, une série de victoires à aller chercher. Et bah, voilà, on va voir si on mérite le titre de meilleur team de France ou meilleur team d'Europe, je ne sais pas, mais c'est maintenant qu'on va tester ça. C'est maintenant qu'il faut aller prouver qu'on est capable
les déployer comme les grosses teams américaines déploient souvent sur plusieurs événements, plusieurs équipes, et puis tiennent la route. Voilà. À suivre en tout cas. Et puis donc à ESPN, donc à Brett Okamoto d'ESPN, tu as dit c'est ce qu'on adore au MMA Factor à propos du combat qui arrive, c'est 2 points. Comment finir Derrick Lewis en évitant les bombes? Nous sommes très excités. Alors, là, on se concentre sur le sportif, justement. Donc, le plan, c'est donc de finir Derrick Lewis, c'est ça? Ça a toujours été ça le plan en réalité. Il faut être mauvaise langue pour ne pas valider que Cyril a toujours voulu finaliser les mecs. Et que c'est pas parce que tu ne finalises pas les mecs que ça veut dire que tu n'as pas voulu finaliser. Le mec a 8 victoires à l'UFC, 9 victoires maintenant en MMA, 9 victoires en MMA avec 6 finalisations. Tu ne peux pas dire qu'il ne finalise pas les gens. OK? Donc, y compris des finalisations inutiles. C'est-à-dire que quand il place la clé de talon Oui. à Dante, il est largement en avance au point. Complètement en avance. Il recule, il fuit, il fait un marathon dans la cage, il gagne le combat. Quel que soit ce qu'il fait, il gagne. Et on choisit de forcer. On m'entend crier dans le coin, clé de talon, la clé de talon, attaque la clé de talon. Il va s'asseoir, il va attaquer une clé qui est complètement rare dans la discipline pour aller chercher cette finalisation. Tout le système d'entraînement qu'on fait, y compris contre Volkov, ça ne cherche que la finalisation. On a perfectionné 3 techniques différentes de soumission sur lesquelles on était censé passer sur Volkov si on l'amenait au sol. Mais la consigne principale était, si tu essayes de l'amener au sol et qu'il y a la moindre résistance, tu ne mets pas de l'énergie. Parce qu'il faut que tu aies toujours les bras disponibles pour pouvoir distribuer les coups. Si à un moment donné, tu soulèves fort et que tu es fatigué, tu ne vas pas pouvoir revenir dessus. Il y a toujours une volonté de finalisation. Chaque combat de Cyril, il fait tout pour finaliser. Tu peux pas, voilà quoi, c'est pas parce que même les mecs qui ont le plus grand knockout power au bout d'un moment, vous avez vu Connor contre Khabib, Francis par contre exemple. Stipe, Voilà. Ouais. voilà, à envoyer les plus grosses frappes possibles au visage, mais ne pas réussir à finaliser parce que, bon, voilà, c'est comme ça, les mecs sont durs des fois. Et puis le cas où il n'y a pas que la validation du knockout power, il y a ce qu'on appelle le succès. Et qu'il faut que le point arrive sur la zone sensible de manière très précise, avec des angles très compliqués pour qu'on puisse avoir ce qu'on veut. Pour le moment, sur l'élite, en tout cas, Cyril n'a pas eu ce succès-là, de pouvoir faire descendre les mecs sur un point, sur machin. Mais encore une fois de plus, pour qu'un athlète devienne complet et aille vers le haut niveau, qu'il aille sur le titre, on veut qu'il soit capable de tout faire, de pouvoir affronter des lutteurs, des grappleurs, des strikers, de pouvoir les finir par soumission, de pouvoir les finir par KO, de pouvoir les finir à la décision. Attention à la décision. C'est-à-dire que de la même manière que on pourrait faire un reproche en disant, bon, il nous manque des soumissions, il nous manque des KO, attention, il nous manque des finalisations chez certains. Et ça ne nous empêche pas de les aimer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Derrick Lewis n'est pas capable de finaliser quelqu'un sur 5 rounds de 5 minutes qui n'a pas droit au titre. Il est incapable d'aller à la décision. On a la chance avec Cyril d'être capable d'aller à la décision. C'est une performance, ça. Sur le haut niveau, c'est très bien aussi de pouvoir dire on a coché la case cardio. Rappelez-vous, certains athlètes qui ne sont pas... comment on se moque de Lewis quand on dit s'il passe 2 rounds, c'est mort. C'est quelque chose à valider, c'est quelque chose à cocher. Et donc, on sait aujourd'hui qu'il y a, on a quasiment tout coché de la part de Cyril, y compris des TKO, des KO, même si ce n'était pas à l'UFC, même si ce n'était pas sur l'élite. Voilà quoi. On sait qu'il y a cette complémentarité et voilà. Non, la volonté est celle-là de dire qu'on va arriver et on va finaliser Derrick Lewis. C'est ça le but. Et justement, oui, Fernand, par rapport à ça, je voulais aussi ajouter, il y a aussi beaucoup de culture de l'instant, c'est vrai, auprès des gens, parce que Cyril, jusqu'à son combat face à Jairzinho Rosenstruck, il n'y avait qu'une seule décision en carrière, c'était contre Tanner Bowser, où il avait même mis un rarissime 18
sans qu'il y ait de knockdown ou takedown, donc quand même. Donc la volonté, c'est de finaliser Derrick Lewis. Ce combat-là, justement, est-ce que là, tu vois déjà, depuis hier, que on va dire la planète MMA est rivée sur le MMA Factory, sur toi, sur ce que tu fais? Est-ce que ça a déjà changé depuis l'annonce d'hier? Un peu avant ça, ça avait déjà changé. Euh, j'ai eu, euh, j'ai eu quelques personnalités. Brett Okamoto, en tout cas, m'a contacté et on va prochainement faire une interview dessus. Et ses paroles sont assez remarquables sur ce qu'on fait en France. Luc Thomas, euh, aussi un très grand analyste sur le MMA, a posé des mots hyper gentils sur ce qu'on fait. Je pense qu'on a partagé ça d'ailleurs sur le mur des MMA Factory où il disait que il y a très peu de poids lourds qui sont capables de manager l'interdistance, de comprendre ce qui se passe à l'interdistance. Et il a conclu en disant Cyril Gann does. His team does. Cyril Gann sait le faire, sa team sait le faire, manager la distance. Et il a terminé en disant que la France sort des talents incroyables dans tous les sports de combat, surtout le judo, la boxe anglaise. Ça fait plaisir de savoir qu'on commence à planter notre drapeau dans le monde du MMA de manière très solide. Et il le disait avec conviction. Il a fait une réaction à la suite du combat de Volkov et il a redit la même chose en disant il faut qu'on commence à changer les standards d'appréciation de combat. Il faut que le public soit éduqué et comprenne que regarder deux gens qui font une bagarre, ensuite s'envoient des bombes, ce n'est pas ça la finalité. Il dit qu'il a pris son pied à regarder des mecs très techniques, Volkov et Cyril, se toucher, s'envoyer des bombes, se faire mal, mais aussi éviter de se toucher. Et que c'est ça l'art martial finalement, c'est ce qu'on a envie de voir finalement. Il n'y a pas que les flyweight ou les bantamweight qui ont le droit de faire des scrambles de cette manière et que ce qu'on a vu c'était exceptionnel. Donc on commence à voir que la planète a une vision quand même assez correcte et même envisage la narrative différente. Rendez-vous compte que sur la ligne de mire là, on parlait des gens qui sont perdants sur cette histoire. Il y a Stipe Miocic, l'ancien champion qui est considéré comme l'un des meilleurs poids lourds. Il y a John Jones. Mais l'histoire est tellement puissante que la narration change et certains journalistes et analystes sont prêts à l'entendre en disant le combat qui arrive, qui pointe le bout de son nez, qui est celui de Francis et de Cyril, serait l'un des combats les plus intéressants en termes d'histoire à raconter. Du fait que, venu de la France, du fait qu'on pourrait organiser, enfin, ils le disent vocalement sur leur podcast, sur leur truc en disant, posez-nous cet événement sur la Tour Eiffel. Mettez-nous ce gros événement où on aura l'homme le plus puissant de la planète versus l'homme le plus technique de la planète et qui vont faire quelque chose d'extraordinaire. On va voir ce que ça donne. C'est dommage que le public français ne l'embrasse pas encore complètement, cette narrative-là. Et de dire on ne doit pas laisser Tu certaines penses c'est quoi personnes. ça d'ailleurs? Tu penses c'est quoi? C'est le fait qu'aujourd'hui en France, il n'y ait pas encore cette culture du MMA? Non, je pense qu'on est encore beaucoup dans le clivage. D'accord. C'est-à-dire que tout de suite, on ne voit pas l'intérêt général tout de suite. Le monde du MMA n'est pas grand comme le monde du foot. Au foot, il y a moins de clivage parce que, bon, l'équipe de France joue, il y a 60 millions de personnes qui sont derrière. Quand l'équipe de France du MMA joue, il y a 1 million de personnes derrière et les 1 million de personnes se connaissent tous et les 1 million de personnes disent, bon, c'est pas ma team, ça, c'est la team Factory. Bon, je m'en fous s'il perd et tout, c'est pas mon ami en fait. C'est pas ma team, c'est la team machin. Donc, il y a beaucoup de polarisation et de clivage, mais en réalité, c'est parce qu'on est encore une niche. Plus ça va s'élargir, plus il y a le mainstream, plus il y a la ménagère, plus il y a le monsieur qui n'a rien à voir avec le monde du MMA, qui n'a pas de camp, qui n'a pas de team, plus ces gens-là vont aimer le MMA et plus on va se retrouver dans la situation d'être
l'objectivité. Là, on est plus dans la subjectivité en se disant mon camp, c'est un tel. Et comme mon camp, c'est un tel, bah, je choisis mon camp. Et peu importe ce qui arrive à lui, bon, il a beau battre Dos Santos, bon, ça ne m'intéresse pas. Il a beau battre Rosenso, bon, ça ne m'intéresse pas, il n'est pas fort toujours. Il a beau battre Volkov, oh, c'est rien, il n'a rien fait encore. Parce qu'il y a encore cette idée de clivage. On ne prend pas encore de la hauteur pour se dire, quand Manon va à Vegas et Manon réussit à battre une Brésilienne, on ne prend pas de la hauteur et se disant, oh là là, le drapeau français brille encore de mille feux et qui va continuer à briller parce que Manon Fiorot a levé le grand. On ne voit pas que Fares Ziam, quand il va combattre, il faut tous être derrière lui parce qu'il a élevé le niveau et qu'on prend la hauteur et qu'on regarde ça comme le drapeau français et non comme Fares Ziam, c'est team machin, et donc du coup ça ne m'intéresse pas. Et je l'entends, on est un sport nouveau, on est une niche nouvelle, on n'a pas encore pris de la hauteur pour comprendre que chaque fois que l'un d'entre nous va aller à l'étranger, il faut considérer qu'il va faire briller le drapeau et donc on doit être derrière lui. Ça fait partie de ce truc d'éducation de dire, les gars, rendez-vous compte, dans quel monde ça existe, dans quel monde on va critiquer un mec qui, il y a 3 ans, c'est simple, il y a 6 ans, il ne savait pas c'est quoi les sports de contact. Il y a 6 ans, donc le mec qui vient de Puto, Scott Puto, très bonne team de Xavier, que je remercie d'ailleurs, puisque c'est lui qui a fait la formation de base de Muay Thai et de Cyril. À l'époque, avant ça, c'est un footballeur, c'est un basketteur, c'est ce que tu veux. Il ne connaît rien du sport. 6 ans après, on discute de lui et on parle de lui pour le titre mondial. Comment on fait pour pouvoir dire quelque chose de lui et le critiquer? Comment c'est possible? Qui réussit à faire ça? D'où on fait ça? Avec une attitude irréprochable, d'ailleurs, aussi. C'est ça, c'est qu'une attitude irréprochable, le mec, enfin, il est juste techniquement, sans aucun doute, aucune analyse au monde discute dessus. En disant techniquement, le mec, bon, on peut rien dire quoi. Il survole, il marche, il survole. Quand est-ce qu'on a vu un mec comme Volkov se fait dominer et reculer? Ça n'existe pas en fait. Volkov ne recule pas. Ou tu le tues, c'est mort. Enfin, on en parlait encore récemment, il ne recule pas. Voilà quoi. Et quand on voit ça, ce petit jeune-là, oui, je me dis que c'est dommage qu'on ait ce petit retard-là de clivage encore et j'espère que il va être surpassé rapidement parce que le marché du MMA dépend complètement de la volonté du public à pouvoir acheter du pay-per-view à suivre. Parce que sinon, ça va être difficile d'avancer, tu vois. La nouvelle est tombée, et puis la nouvelle est tombée, et on dit il y a une ceinture intérimaire. Et en gros, le gros de la question du grand public français, ce n'est pas « wow, c'est une bonne nouvelle et tout, on va voir », c'est « mais pourquoi, comment, pourquoi ?» C'est qu'il y a une démarche de « mais comment ça ?» On est habitué à entendre que les Français, ça échoue, que ça n'avance pas. Mais comment ça, il y a un titre? Mais pourquoi il y a un titre? Et c'est dommage, en fait, qu'on n'ait pas ce recul-là de se dire hey, élevons-nous, regardons un peu les retombées. Les retombées, c'est incroyable. Combien de fois on a eu des discussions des Français sur des grosses tables? Genre, le combat fini, le mec, il a son deuxième main event, il termine, il va sur le plateau d'ESPN directement en live. Combien de fois il y a eu ça? Combien de fois il y a eu des passes combats sur RMC où RMC est en avance et tout le monde parle de combat tous les jours. Et combien de fois on est en train d'ouvrir des brèches incroyables. Et voilà, j'exhorte vraiment le grand public à se dire, prenons un peu de la hauteur et laissons ce petit se construire. Il y a encore quelques temps, qu'est-ce qu'on disait de Ousmane Camaro? Boring fight. Le mec qui ne peut pas finaliser, c'est un lutteur, il met les gens sur le cul, et puis il dort dessus, il se couche dessus. On l'a laissé se développer, et aujourd'hui, c'est l'un des mecs les plus violents de la planète, quoi. Et il a réussi. Oui, parce que les gens à l'époque, quand ils frappaient,
les gens disaient quoi? Mais non, il n'a pas de puissance de frappe, il ne peut pas mettre des KO, il est juste bon à la lutte, il ne sait rien faire. Imagine un peu ce que le développement de Cyril peut donner. Imagine ce qu'il peut devenir si Ousmane Camara est capable de transférer de la masse sur ses frappes, capable de préciser sa manière de frapper et d'aller descendre les mecs. Imagine ce que Cyril Gane peut devenir, puisqu'il est un striker de base, un striker à qui j'ai demandé de changer de style. C'est de ma faute, en fait, de dire, Cyril, sur le chemin qu'on va emprunter, d'aller chercher la ceinture de l'UFC, ça me fait bizarre même de parler de ça. Ça me donne la chair de poule, quoi. Enfin, sérieusement, j'ai les larmes aux yeux de savoir que je ne pouvais pas le dire verbalement parce qu'on allait me dire, mais tu es un gros mytho, d'où tu parles d'un mec qui a à peine fait 10 combats de Muay Thai comme étant, tu dis quoi? Chercher la ceinture de quoi? On m'aurait dit, mais tu es fou. Je ne pouvais pas le dire à haute voix. Je passais pour un gourou, pour un gros mytho de dire ça. Donc, nous, au MMA Factory, on lui dit, sa question, c'est celle-ci. Je perds de la puissance quand je suis volatile et que je me déplace. Pour frapper fort, j'ai besoin de me poser. Et on lui dit, ça sert à quoi de frapper fort si tu es à l'horizontale? Ce qu'on veut lui apprendre par là, c'est de dire que entre frapper fort et te retrouver tout le temps à l'horizontale, comme beaucoup de poids lourds qui frappent fort, mais qui ne sont pas allés jusqu'à la ceinture parce qu'ils étaient dans des situations où ils sont à l'horizontale, ils sont fait tomber. On veut que tu perdes en puissance. On veut que tu te déplaces, que tu frappes en te déplaçant, quitte à ce que tu perdes en puissance. Quand on ira au haut niveau, quand on va arriver à l'élite, quand on va passer tous les pièges possibles de la lutte, on va remettre de la puissance à un moment donné. On y est. On a fait tout ce qu'il fallait. On a reculé. Regarde, durant toute la première partie de sa carrière, vous ne l'avez pas vu prendre de coups. En un match, il a pris plus de coups qu'il n'a pris sur toute sa carrière parce que cette fois-ci, on a choisi d'aller rester dans la boîte et faire la guerre parce qu'on y est, on ne fuit plus. Effectivement, si tu affrontes un mec qui est aussi puissant que Derek Lewis, aussi puissant que Francis Ngannou, tu ne vas pas rester très longtemps dans la boîte, tu vas te débrouiller à être un peu plus malin. Mais cependant, il y a cette lecture de jeu-là. Et puis, en général, le public, le grand public, nous demande à toi, à moi, d'être humble. Il demande, bon, que Fernand arrête d'être prétentieux parce qu'il pense avoir compris nani nana. Non, ce n'est pas sûr qu'il ait la vérité absolue. Moi, je demande au grand public qui nous écoute, à ceux qui nous suivent, aussi d'avoir l'humilité de se dire que si j'y crois, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que nous, on nous demande d'être précautionneux quand on parle, de parler avec beaucoup d'être méticuleux et d'être sûr que de mesure, parce qu'on n'a pas la vérité absolue. Et je demande à nos followers, aux supporters des Français, d'être aussi humbles dans leur manière de lire le jeu. La semaine dernière, quand on parlait, toi et moi, ici, pendant que la plupart disaient il n'aura jamais de title shot, moi, j'étais humble alors que je savais que sur mon texto, j'avais déjà l'engagement de l'UFC qui disait il aura un title shot en cas de victoire. Et je me suis tué parce que je n'ai pas le droit d'en parler et j'attendais simplement avec beaucoup d'humilité que ça arrive et que ça se passe. Ce que je veux dire, c'est que on essaie de lui dire mais non, c'est impossible, il n'a pas le niveau, tu ne peux rien faire, laisse tomber, c'est impossible. Mais dites-vous bien que s'il y a quelqu'un qui doit savoir si c'est impossible, c'est bien celui qui a été au premier loge. C'est-à-dire que Francis Ngannou, je le connais, enfin, il y a très peu de personnes sur la planète qui, sportivement parlant, connaissent Francis. La naissance de sa carrière du MMA, je suis là, quoi. Le bébé du MMA qui naît de Francis, je le sors, le bébé. Je le connais, le bébé. Je le libère jusqu'à ce que le bébé, il s'envole à partir du moment où il est déjà mature et qu'il a déjà eu une chance de faire la ceinture de l'UFC. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait combien de fois il est dangereux, combien de fois il est puissant, je vous demande juste d'avoir l'humilité de penser que j'en sais quelque chose et que je connais ses limites, ses points forts. Voilà. De la même manière,
Cyril, s'il y a quelqu'un qui l'a vu, qui a dormi avec lui, qui a mangé avec, qui a passé du temps avec, qui a le signal, qui connaît ses points faibles, ses points forts, je peux lever la main. On ne va pas me dire que je mens si je lève la main. Et donc, du coup, je demande juste aux gens, la même manière qu'ils souhaitent que nous, on soit humbles dans la manière de parler, je leur demande d'avoir moins de certitudes sur certaines choses. Des certitudes de dire, ouais, mais non, il n'est pas bon, il ne fera pas ci. Oh, mais non, il ne peut pas tenir contre Volkov. Volkov va le fatiguer, il va lui mettre des kicks dans le bide, il n'aura plus de cardio. Non, non, venez, on garde un peu d'humilité, venez, on garde un peu de. Vous avez des métiers, chacun d'entre vous. Vous avez plein de métiers. Celui-là, d'enseigner, de comprendre le MMA, la logique interne, de suivre, on le connaît un peu, le métier, juste un peu. Et donc, permettez-nous de penser que la France tient quelque chose. Un petit gars qui va probablement faire encore des progrès. Et si des gars comme Ousmane Camaro, à un moment donné, vous apportent le plaisir que vous avez reçu ces derniers temps avec des fantastiques KO et des fantastiques soumissions, dites-vous bien que Cyril va vous apporter encore plus. Il n'est qu'à l'aube de sa carrière. Enfin, le mec, en termes de kilométrage, il n'a rien. Sa voiture, elle est à 200 km. Quoi. Enfin, il est tout jeune en termes de kilométrage. Laissez-lui le temps de monter en pression, d'apprendre. Et on en discutera dans quelques temps. Eh ben voilà, formidable. Dernière question sur Cyril, parce qu'à la base, je voulais revenir sur le combat contre Alexander Volkov, mais bon, tout est parti là en fumée avec la bombe d'hier soir. C'est justement sur ce combat-là, donc on va dire sportivement. Donc Cyril en anglaise, impeccable, boxant gaucher, superbe jab, tout ça. Tout est carré. Instructions de Fernand qui sont respectées au millimètre. Là, est-ce que justement, contre Derek Lewis à Houston, où ça risque d'être le feu au Toyota Center comme jamais. Est-ce que toi, tu te poses justement des questions par rapport à ça ou c'est vrai que Cyril, t'en parles souvent, tu dis que pour toi c'est un régal parce que c'est vrai que tu expliques des choses, tu dis des choses pendant ces combats et tu le téléguides quasiment, bah, par exemple la clé de talon, hein, mine de rien. Est-ce que là, tu te dis, va peut-être falloir changer deux, trois choses et qu'il soit, je vais pas dire plus autonome, mais tu vois ce que je veux dire parce qu'il va peut-être pas pouvoir t'entendre. Ça va m'avoir porte. Mhm. Oui, Sérieusement, il y aura du public, il y aura un public très, très hostile. Ça, c'est super. C'est à tenir en compte ce qu'on appelle les facteurs environnementaux. On sera en territoire hostile comme jamais. On va et être d'ailleurs, pris t'aimes à bien ça? l'hosto. T'aimes bien ça? Moi, ça m'excite. C'est ce qui me plaît chez Cyril, c'est que ça l'excite. Il a ce sourire-là. Est-ce que vous avez, ceux qui ont regardé le combat de Volkov contre Volkov, est-ce que vous avez vu le regard de Volkov au début du combat? Mhm. Lors de la présentation, ses allers-retours devant l'octogone et le regard qu'il pose sur Cyril. Ça donne la chair de poule. Il est archi menaçant, archi énervé. Et donc, du coup, je regarde. Je suis quand même effrayé parce que je me dis, bon, Volkov, déjà, c'est un animal. Il a eu plus de 10 kilos sur Cyril. Il a de la longe dessus et il est énervé. Dans son visage, on voit qu'il est résolu à gagner le combat. Il est déterminé à gagner le combat. Probablement parce qu'il avait aussi eu des instructions en disant s'il gagnait, il ferait peut-être le title shot. Donc, du coup, je lève mes yeux de Chevolkov et je tourne mes yeux vers le bas de la cage pour voir le visage de Cyril. Et Cyril le regarde droit dans les yeux et fait un large sourire. Limite, on voit tout son protège-dents. Il fait un large sourire dans sa direction et ça fait plaisir. Parce que le sourire veut dire, t'inquiète pas mon gars, on n'a pas d'endroit pour se cacher. Ça n'a pas l'air comme ça, mais moi aussi j'aime la bagarre. Ne t'inquiète pas, on va bagarrer. Et donc, je sais qu'il aime ça. Je sais qu'il, vraiment, au fond de lui, il aime ce petit truc d'aller challenger. Donc, on sera en terrain hostile. On aura besoin du soutien français. Mais je pense que ma voix porte assez. Même quand il y a le public, je n'ai pas de doute dessus. Et au-delà de ça, Cyril est assez autonome. C'est vraiment ce que j'aime dire, c'est comme si je n'ai rien contre, je sais pas moi, Renault ou Logan et tu conduisais
une petite Renault avec, sans assistance Mhm. électronique. Et puis, d'un autre côté, tu conduis un CLS GT63. Enfin, et puis, il y a tout qui est autonome, tout qui est, voilà, quand tu appuies les bons boutons, ça guide, ça roule, et puis voilà quoi. C'est vraiment, la comparaison, elle est là-dessus. C'est que, Cyril, on dirait que tu es dans un classe S GT 63 S, un truc, euh, un truc qui glisse tout seul. Et donc, oui, on sait qu'il y a des choses à réadapter, des choses à modifier, mais encore une fois de plus, il n'y a pas un seul combat, jamais, jamais on a essayé de faire un combat où on n'envisageait pas de finaliser l'adversaire. Et, et, et il n'y a pas beaucoup de combattants qui font ça. Même quand on soupçonne, je ne suis pas dans le camp d'entraînement de Adesanya, mais je ne vois pas Adesanya se lever et dire je vais aller faire un combat à la décision contre Marvin Vittori, quoi. Je n'ai rien contre lui, mais le niveau est un peu en dessous de celui de Adesanya. C'est un Italien voilà, qui se débrouille bien, mais qui a un niveau moyen. Mais Adesanya, il essaye comme il peut. Et quand il sent que c'est trop risqué, il prend les distances et il combat comme il peut pour gagner. Et en aucun cas, on va reprocher à Adesanya, mais ta carrière, elle est foutue, quoi. Tu ne peux pas finaliser, tu n'as pas finalisé. Combien de personnes ont finalisé Volkov dans la vie? Enfin, c'est pas. Voilà, donc, non, je pense que euh, le public ne se rend pas compte. Ne se rend pas compte que ils sont très durs avec des produits français. Ils sont très durs avec les combattants français. Très généralement, nos gars vont à l'étranger, ils vont combattre et on ne leur donne pas la force. Et il faudrait que ça change. Il faudrait vraiment que les gars se rendent compte que euh, ils ont aussi un rôle à jouer. Les accompagnateurs, les supporters, les fans, vous avez un vrai rôle à jouer dans le développement du MMA. La pratique des masses du MMA passe aussi par le fait que vous mettez votre touche de chauvisme et tout, que vous mettiez un peu votre patte dessus en disant, bon, ce sont nos gars, on va les accompagner, on va leur donner du soutien parce que c'est comme ça que ça se passe partout. Quand il y a un Volkov qui combat, il y a 100 millions de Russes qui le suivent. Quand il y a un Brésilien qui combat, il y a tous les Brésiliens qui sont derrière. Et il faut qu'on ait ce soutien-là parce que c'est comme ça qu'on aura plus d'UFC, c'est comme ça qu'on aura plus de pay-per-view. Et voilà, vous avez un rôle à jouer aussi dans le développement du MMA. Et ben voilà, tout est dit par Fernand. Bien, on va passer à l'autre actualité du moment. Certes, là, ça va retomber un petit peu en termes d'excitation, mais c'est le retour de Fedor Emelianenko qui revient au Bellator. Bon, alors Fernand, qu'en penses-tu? Non, non. Je l'aime tellement, Fedor. Je Ouais. l'aime tellement. C'est ma génération. Je l'aime tellement, ce mec, que je trouve ça dommage qu'il revienne. Sincèrement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Enfin, Et pour le coup, que je, ce soit en Russie, ça, parce que moi, le fait que ce soit les débuts du Bellator en Russie, à Moscou, ça a un petit peu atténué ma peine. mais même, c'est un monument, le mec. Qu'est-ce qu'il va faire de mieux que ce qu'il a fait? C'est un monument. Enfin, je comprends pas. C'est vraiment une personnalité intouchable. Il a fait des choses incroyables en MMA, au Pride et tout ce qui va avec. Non, non, je n'achète pas le pay-per-view. Je ne paye pas son combat. Non, Bah voilà. ça ne me, peu Non, importe surtout ce qu'en qu'il va plus, faire, c'est du réchauffé. c'est Voilà ça. quoi. Et puis les adversaires potentiels, en fait, c'est aussi ça qui, moi, me fait un peu peur. C'est on parle de Junior Dos Santos, on parle d'Alistair Overeem. Et aujourd'hui, moi, je pense que pour Fedor, ce serait un petit peu trop pour lui, mine de rien. C'est ça. C'est ça. Fedor, il a pris des KO contre Dan Anderson quand Anderson était déjà au crépuscule de sa carrière. Quoi. Enfin, non, Bah, et puis je, je, Mikao sur un jab de Ryan Bader, hein, quand même. Surtout ça. quand tu sais ce que Fedor faisait, quoi. Enfin,
Non, je pense que on n'est pas immortel. Au bout d'un moment, Mm. il faut s'arrêter. Il a une team, il devrait encadrer les gars de sa team, les entraîner, transmettre de la connaissance. Il sert plus à la cause du MMA, à la cause de son pays et tout, avec ce qu'il a comme visibilité, avec ce qu'il a comme renommée. Non, je n'achète pas. Et d'ailleurs, toi, de la place de Fedor dans l'histoire, parce qu'on parle souvent aujourd'hui de Stipe Miocic comme lui le plus grand des poids lourds de tous les temps. Toi, Fedor, tu le mets derrière Stipe Miocic aujourd'hui? Pour moi, c'est l'empereur. Hmm. C'est-à-dire que si on parle prime to prime, chacun dans son prime, on met les deux, mais il efface, que ce soit dans la notoriété, que ce soit dans la force, que ce soit dans la technique, que ce soit, il efface complètement, quoi. Le sambo, il n'y a personne qui ait jamais porté les couleurs du sambo de cette manière, tu vois. Il a joué avec des lutteurs. Il a fait des combats de folie avec Randleman qui l'arrache du sol, qui lui met un slam en souplesse où il est complètement sur la nuque, il se réveille, il lui met une clé de bras dans la foulée, tu vois. Enfin, c'est vraiment le dernier empereur. Il n'y a rien à faire, c'est le tsar russe, quoi. Enfin, c'est un monument. On les met en termes de, au moment où ils sont vraiment au prime de leur carrière, il est un complètement stipé. Voilà, quoi. Et donc, on ne peut pas les comparer parce que c'était deux mondes différents, parce qu'il y a eu l'ère du Pride, il y a eu l'ère de l'UFC et il n'y a vraiment jamais eu ce croisement. Il y a eu tellement de loupés de lui à l'UFC et tout ça que finalement, il n'y a pas eu vraiment l'occasion de se croiser. Mais sinon, euh, on devait le garder dans le panthéon des arts martiaux à jamais. 10 ans d'invincibilité, bien évidemment. Alors maintenant, on va passer aux questions chaque semaine, vous le savez. Vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez. Ça se passe en commentaire. On en sélectionne quelques-unes et il y répond avec plaisir. Bon, là, on va commencer. Là, je pense que l'excitation va remonter directement. Alors, question d'Emmanuel Gaucher. Question pour Fernand. Teddy Riner aurait-il du potentiel en MMA? Félicitations pour le résultat d'hier. Je ne pense pas. Oh! Oh, est-ce que tu penses pas à... Wow, bah je suis surpris, pourquoi? Euh, Parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais le transfert d'habilité motrice d'un sport à un autre est d'autant plus compliqué qu'on a été expert et fin expert dans la discipline. Cejudo, Henry Cejudo est une exception, une erreur de la nature. Pouvoir être champion olympique et être champion de l'UFC, c'est un magicien. Ce qui se passe, c'est que quand je t'entraîne pour aller aux Jeux Olympiques et que tu fais des Olympiades, des 4 ans de préparation, tu deviens tellement expert dans une manière de transférer les habiletés motrices que quand je veux t'apprendre une autre discipline, il est très difficile pour moi d'effacer ce que j'ai imprimé en termes d'habilité motrice dans la discipline en question pour la ramener sur autre chose. Les judokas qui ont excellé sont des judokas qui étaient des seconds. Mhm. De la même manière que les grandes entreprises aujourd'hui, pour l'informatique, à Silicon Valley, vont embaucher des personnes qui étaient deuxième ou troisième de la classe parce qu'elles considèrent que quand on était premier sur des écoles comme l'école d'administration ou l'école, je ne sais pas moi, une école quelconque, ça veut dire qu'on n'avait pas de passion, on n'avait pas de caractère et qu'on est bon à ingurgiter tout ce qu'on nous apprend dans les bouquins. Et on estime que quelqu'un qui est second, troisième, cinquième de sa classe et puis de sa promotion est plutôt quelqu'un qui est à la fois intelligent, mais qui est libre intellectuellement pour être créatif et pouvoir être un entrepreneur. Parce que c'est la même chose un peu que je retrouve comme transfert sur le sport. De manière générale, les personnes qui ont percé d'une discipline à une autre, comme je parlais de Cyril Gann pour le MMA, ce qui n'a pas été le mec qui a fait, il n'a pas été Farivium, quoi, il n'a pas été Dita, quoi, il n'a pas été un mec qui a fait 17 fois champion du monde de Muay Thai. Et ensuite, le transfert devient compliqué parce qu'il bouffe Muay Thai, il respire MMA, Muay Thai tellement il a des réflexes qu'au moment où on va lui demander d'être sur la pointe des pieds et de toucher sans toucher, de ne pas se faire amener au sol, ça devient très complexe.
Ok, j'ai eu la chance d'entraîner à la salle Maëva Abdouche, qui est la boxeuse qui est officier de police, par exemple. Et quand elle s'entraînait à la salle, sa plus grande difficulté, c'était de désinstaller ce qu'elle avait installé dans son cerveau. Je lui demandais de tendre le bras, de boxer de loin, de ne pas se faire toucher et de bouger beaucoup. Et elle me disait, je n'arrive pas parce que moi, mon style de boxe, c'est je ferme la garde, je renforce et je vais à la destruction du corps et de la tête de mon adversaire. Et là, du coup, je la mettais avec des petits jeunes, des légers de la salle, notamment Taylor ou n'importe qui, pour jouer les timings. Et elle était perdue parce que quand elle avait gardé tellement son réflexe de l'anglaise qu'elle avait du mal à suivre ou défendre une amenée au sol. Et on était en train de préparer un combat de MMA. Et elle a dû abandonner en se disant, c'est pas mon truc, c'est pas possible. J'ai eu Anissa Meksen à la salle. On sait ce qu'Anissa Meksen est capable de faire en pied-point. Pour moi, c'est la championne toute catégorie de tous les sports pied-point qui existent en France, quoi. Je ne sais pas s'il y a une femme qui ait jamais fait ce qu'elle est capable de faire en pied-point. Du fait qu'elle ait une solide base en boxe française et qu'elle ait développé ensuite. Mais elle a eu, pendant 6 mois au MMA Factory, des sérieux problèmes à pouvoir capter l'histoire du timing parce qu'elle avait tellement imprimé le réflexe du pied-point, de remiser tout de suite, de toucher, qu'elle n'arrivait pas à l'économie de se dire, je vais freiner mon action. Toutes ses actions étaient balistiques parce que pendant très longtemps, elle a imprimé ça dans son cerveau. Donc, il y a le transfert d'habilité motrice d'une discipline à l'autre qui ne doit pas partir d'un expert. Teddy Riner, il est extrêmement expert sur le judo. L'appréhension de coups de poing est à gérer. L'âge est trop avancé. Il a fait du haut niveau pendant très longtemps. Le poids, je ne suis même pas sûr qu'il puisse faire le poids, être à moins de 120 kilos. Non, je ne pense pas. En tout cas, dans mon système de recrutement, puisque je vous ai parlé du fait qu'au MMA Factory, au Management Factory, notre point fort, c'est comment accélérer les carrières. C'est pas sur ce genre de profil qu'on va recruter. On va recruter des personnes qui ont échoué en INSEP, des personnes qui ont échoué en lutte, des personnes qui étaient fortes, mais pas trop fortes, qui étaient, voilà, des John Jones. John Jones, ses crédits en lutte ne sont pas, il n'a pas gagné les Jeux Olympiques en lutte, quoi. Et du coup, ça lui laisse de l'espace pour pouvoir placer de nouvelles habilités motrices qui peuvent ressortir. Il faut de l'espace dans le cerveau. Si ton cerveau a été complètement matrixé avec une discipline sportive, je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que le transfert d'habilité motrice d'une discipline à l'autre devient super compliqué, d'autant plus que tu es devenu expert dans la discipline principale. Ben voilà, très clair. Ultime question pour Fernand. Comment, donc question de Patrick Thiévol, comment expliques-tu la dominance de la lutte dans le MMA actuel, tout comme la dominance du sol dans les premiers UFC? Tu penses que la lutte domine en ce moment? Je ne suis pas sûr. Oh, globalement, au global, on va dire. Au global, quand on prend toutes les catégories. Allons-y, prenons toutes les catégories. Chez les filles, qui est en Slowick. Ah non, non, non. Non, bon, Non, allez. ça va aller très vite. Ça va Rose être... Namajunas, lutteuse ou pas lutteuse? C'était pas la lutte. Ok. Ok, Nunez, c'était Valentina pas la lutte. Shevchenko. Ah, Non, Valentina, non, pas la non, lutte. non. Nunes, pas la lutte. Attends. Les hommes, Moreno, pas la lutte. Au-dessus de Moreno, on va chez les bantam Ouais, chez les Bantam. oui. Il y a Sterling, Aljamain Sterling. On peut dire lutteur. Lutteur grappleur. Volkanovski, c'est striking, mais aussi la lutte. Oui, ok. On va gratter, on va faire large, ok, Volkanovski. Mais ça, c'est des gens hybrides. Je ne les appelle pas des purs lutteurs, ce sont des hybrides, ok. Ensuite, au-dessus, Oliveira. Oliveira, non, pas lutteur. Tu mets pas? Ah non, pas lutteur du tout. Judo. Ok. Donc, puisque la question
l'autre auditeur nous a divisé la question en deux en disant qu'il y avait le JJB qui a dominé avant et la lutte domine maintenant. Oui, Charles Oliveira, c'est si on veut JJB. être gourmand, on va dire Rappel. grappleur, mais pas lutteur. Walter Wick, lutteur, rien à dire. Ousmane, lutteur, Ouais. pas de souci. Israël Adesanya, striker. Yann Blaovic. Striker. Allez, striker. Ouais. Ok. Francis Ngannou. Grappleur, lutteur. Tu te moques de moi là. Mais Donc oui. voilà. Donc Effectivement. on ne se rend pas compte. Ça évolue très rapidement finalement. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit la lutte qui est encore dominante comme avant. Je ne pense pas. Je suis persuadé que la lutte est une dimension prépondérante qui est capitale pour le développement du MMA parce qu'avec les appuis de la lutte, on peut frapper très fort en anglaise quand on est lutteur, alors que dans certains sports comme le JJB ou bien d'autres sports, il n'y a pas forcément ce transfert qui est facile. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on est dans la génération hybride. C'est plus ceux qui réussissent à se mettre en mode hybride qui performent en général. Tous les grands champions qu'on vient de citer ont quelque chose de particulier, c'est le côté hybride. Et c'est pour ça que je nourris des grands espoirs pour la France. Mais c'est vrai d'ailleurs, mais pour le coup, là, tu penses que c'est une vraie tendance ou pas? Parce que c'est vrai qu'il y a. Bah, moi, dans ma tête, j'étais resté à 2019 où tu avais, tu vois, Triple C, Daniel Cormier, enfin tous ces gars-là qui étaient champions, et justement, et puis Khabib, où la lutte, justement, dominait tout. Est-ce que pour toi, là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une vraie tendance, ou au contraire, on est dans quelque chose de très ponctuel, comme le fait, par exemple, tu vois, qu'il n'y ait plus de champions américains à l'UFC? Non, je suis persuadé que c'est une tendance. Je suis persuadé que c'est simple. Quand j'ai fait mon classement des futurs, j'ai parlé de Moreno. Pourquoi? Parce que Moreno, je le trouvais tellement complet. J'ai rarement vu ça. J'ai parlé de Charles Oliveira et j'ai précisé pourquoi Charles Oliveira, c'est pas le meilleur en lutte, c'est pas le meilleur en boxe, c'est pas le meilleur au sol, mais c'est le meilleur dans les trois combinaisons. Aujourd'hui, c'est le monde de l'hybride. Quand Dana White classe Ousmane comme étant peut-être le pound for pound actuel, c'est parce que Ousmane est capable de montrer il est devenu perfectionniste sur la boxe alors qu'il était un très bon lutteur. Il lui manque encore cette dimension de grappleur qui finalise les combats, mais c'est vers ça qu'on va. C'est-à-dire qu'il est capable de mettre des KO, il est capable d'aller dans la durée du cardio, c'est très important, et il est capable aussi, et il lui manque juste le côté validation de soumission, dangereux en soumission. Donc, non, je suis persuadé que ça va continuer à évoluer comme ça et qu'il y aura toujours, voilà quoi, il y aura des phases où on repart en mode les strikers, on l'avance, les lutteurs reviennent, ensuite on repart sur un mode hybride, ensuite on revient sur le JJB. Actuellement, ceux qui ont l'avance, c'est vraiment ceux qui sont dans l'hybride, y compris en poids lourd. C'est-à-dire que si aujourd'hui on te demande c'est quoi le futur de poids lourd, bah, tu vas parler de Thomas Spinal. Parce que tu te dis, bon, le mec est black belt, mais il te sent un kickboxing extrêmement dangereux. Tu vas parler de Kos, tu vas parler de... En gros, ce qu'on regarde aujourd'hui plus, c'est plus le côté hybride de la chose, qui est capable de s'approcher plus de la discipline la plus dangereuse et du coup facile à aller chercher des adaptations de game plan. C'est-à-dire que tu prends un mec qui a un couteau suisse, tu lui places n'importe quel game plan, ça passe. Et il y a certains, quand tu es unidimensionnel, quand on va pousser le game plan, ça devient un peu plus complexe. Et ben voilà, réponse exhaustive comme à chaque fois. C'est la fin de King Energy, vous le savez. C'est la récompense, c'est le point réclame qui s'annonce déjà légendaire. Enfin, autant que les 2 jours qu'on a vécu complètement fou. N'importe quoi. Bon, bref. Vous le savez, normalement, vous devrez le faire en début de notre show. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, pensez à cliquer sur la cloche, pensez à vous abonner, pensez à liker si ça vous a plu ce qu'on a raconté. Pensez à commenter pour nous dire votre point de vue. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire, de cette nouvelle bombe qui vient d'arriver? Comment est-ce que vous la jugez et tout? Donc voilà, commentez, likez, cliquez sur la cloche, abonnez-vous et comme ça, vous n'allez rien rater de tous les scopes. Et voilà, et semaine prochaine, UFC 264, Fernand en avait parlé en janvier dernier concernant Conor. Là,
Ça s'annonce complètement. Show le King, très bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à tous les autres auditeurs et je vous dis à bientôt.